Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est enfin la fameuse vidéo sur les processeurs. Comment le choisir, qu'est-ce qui est important de savoir avant d'acheter. On va voir un petit peu comment ça se passe. J'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo parce que principalement je voulais voir comment allait se comporter Cyberpunk avec les processeurs actuels et surtout avec les anciens processeurs. Parce que c'est, je dirais, pour la partie gaming, le premier gros jeu que je dirais de next-gen puisqu'il a des features qu'on ne retrouvera pas, je pense, avant 1 ou 2 ans dans d'autres titres. Au niveau technique, on s'entend bien. Du coup, on va voir comment ça se passe tout ça. Allez, c'est parti. Alors, un processeur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, généralement, c'est ce qu'on qualifierait du cœur de votre PC, puisque c'est un peu l'unité de calcul généraliste par excellence, puisqu'il est capable de tout faire, mais il ne le fait pas forcément mieux que d'autres pièces. C'est pour ça, par exemple, par le passé, c'était le processeur qui se chargeait de faire tous les calculs, par exemple même les calculs graphiques. On avait un rendu qu'on appelait software, même des jeux 3D, pas si vieux que ça, hein, mais il y a encore parfois certains titres assez anciens où on a un rendu software possible au lieu du rendu 3D tel qu'on le retrouve depuis qu'on a des GPU et des cartes 3D. Donc le processeur était capable de faire un rendu en 3D, bon, qui était certes pas très joli, mais ça fonctionnait. Au début de la 3D, c'était utilisé, c'était une option. Alors après, on s'est vite rendu compte qu'avec une carte graphique qui était dédiée à ça, c'était beaucoup plus efficace. D'où l'apparition des cartes 3D, des GPU et compagnie, qui ont maintenant une place bien plus importante qu'elles ne l'avaient à l'époque. Alors après, un processeur serait tout à fait capable de faire ce que fait une carte graphique, c'est juste que ce serait hyper lent, et donc du coup ce serait injouable tout simplement. Mais un processeur c'est capable de faire tout type de calcul, c'est juste que ça ne les fait pas mieux qu'une unité dédiée. Donc du coup, la vitesse du processeur est importante parce que même si c'est pas l'unité la plus efficace de toutes les unités de calcul, évidemment, au plus il est performant, au plus ça pallie à ses faiblesses entre guillemets. Donc pendant très longtemps, les processeurs ont utilisé principalement la montée en fréquence ou l'architecture du processeur pour monter en performance. Donc oui, la fréquence de fonctionnement, si on veut simplifier ça au maximum, c'est un peu comme si vous partiez avec deux voitures identiques, vous en faites tourner une plus vite, elle arrivera à sa destination plus rapidement. La fréquence, c'est un peu juste ça, à architecture identique. Donc ça c'était bien pendant un très long moment. Le truc c'est qu'on s'est vite rendu compte aussi que quand on avait qu'un seul processeur, donc un seul corps, sur un PC par exemple, quand ce corps était saturé, il était quasiment impossible de faire autre chose en même temps à côté. D'où l'apparition dans un premier temps de systèmes avec deux processeurs, donc on avait une carte mère où on pouvait enficher deux processeurs, ça a été dans un premier temps. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à mettre deux processeurs sur la même puce, d'où l'apparition des dual-core, ensuite des quad-core et compagnie, et actuellement on peut mettre je ne sais combien de corps sur une puce, plus ou moins grosse. Pour les processeurs grand public, actuellement, c'est sur les Ryzen que ça se passe le plus haut nombre de corps, on en est à 16 et 32 threads. Donc multiplier les corps, c'est pratique parce qu'on peut faire plein de choses en même temps, mais ça permet aussi, sur certaines applications, d'utiliser tous ces corps pour décupler la puissance. Donc on n'avait plus seulement qu'un seul levier pour améliorer les performances, on avait non seulement la fréquence, mais aussi le nombre de cœurs. Après, le problème, c'est que le nombre de cœurs, il faut pouvoir en tirer parti. Il y a certaines applications qui en tirent beaucoup mieux parti que d'autres, puisque ce sont des applications qui font des calculs en parallèle. Un jeu, généralement, c'est plus compliqué que ça. On a la plupart du temps, jusqu'ici, un corps qui s'occupe de la plupart des tâches, plus les autres après qui font quelques trucs annexes. Ce qui fait que pendant très longtemps, un seul corps rapide était plus bénéfique pour un jeu que d'avoir plein de corps lents. Alors sur les générations actuelles, on voit que ça commence à s'améliorer un peu au niveau de la distribution des tâches sur les corps, je dirais. Cyberpunk en est un bon exemple. On voit que quand on lui en donne la possibilité, il s'étale sur quasiment tous les processeurs qu'il a à disposition, en les utilisant plus ou moins. Mais comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas que ça, il y a également l'architecture qui est importante. L'architecture, ça change quoi? Ça change un peu ce qu'on appelle vulgairement l'IPC, donc le nombre d'instructions par cycle. Le nombre d'instructions par cycle, c'est quoi? Grosso modo, c'est si vous avez deux processeurs qui sont cadencés à la même vitesse avec le même nombre de cœurs, si vous avez un IPC plus rapide sur l'un d'entre eux, il finira sa tâche avant l'autre. Ça veut dire que l'architecture est plus efficace.
Donc c'est un peu ce qu'on retrouve actuellement. On a des processeurs chez AMD qui sont cadencés moins haut en fréquence, mais qui sont plus efficaces, ce qui fait qu'ils sont au final plus performants que les processeurs Intel qui sont cadencés plus rapidement. Donc c'est vraiment ces trois facteurs qui font qu'un processeur est puissant ou pas, ou plus puissant qu'un autre ou pas. C'est plus compliqué que juste un nombre de cœurs, une fréquence ou une architecture. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne très grossièrement un processeur et à quoi ça peut servir. Maintenant justement, la question à vous poser avant d'acheter un processeur, c'est qu'est-ce que vous allez en faire? Si vous faites uniquement de l'applicatif, ou si vous faites uniquement du jeu, ou un peu des deux, ou énormément des deux, ben vous n'aurez pas besoin du même type de matos, selon ce que vous en faites. Par exemple, si vous faites du gaming pur, ça sert à rien d'avoir un 16 cores, 32 threads, ou 12 cores, même ça ne sert à rien. Les jeux n'en bénéficient pas, le nombre de corps ne changera pas les performances du tout en jeu. Par contre, si vous faites de l'applicatif, là justement le nombre de corps a une énorme importance. Et alors après, encore une fois, tout dépend ce que vous faites. Si vous avez une utilisation plutôt casu, entre guillemets, de votre PC, si vous faites un petit peu tout de temps en temps, il n'est pas nécessaire non plus de dépenser des sommes incroyables dans votre processeur, puisque de toute finale, vous ne le rentabiliserez jamais si vous ne l'utilisez pas intensément. C'est pareil si vous faites un petit peu d'applicatif de temps en temps, un montage vidéo par-ci par-là, de l'édition photo vite fait, il n'y a pas nécessité d'avoir non plus un 12 corps pour faire ça. La seule chose qui changera au final entre un 6 corps, un 12 corps ou un 16 corps, c'est la rapidité d'exécution de vos tâches applicatives. J'aborderai également vite fait le cas particulier du streaming. Si ça peut intéresser certains, on verra ça vite fait. Donc bon, une fois que vous avez identifié ce pourquoi vous avez utilisé votre processeur, après il y a la question de la marque du processeur et donc de la plateforme. Alors actuellement, on a deux marques principales de processeurs, à part si vous vous réveillez d'une sieste de 15-20 ans, Cyrix a disparu. Avant, on avait trois marques de processeurs. Si vous vous souvenez de Cyrix, vous êtes un vieux de la vieille. Et donc actuellement, on a deux grands fondeurs de processeurs. Actuellement, on a Intel d'un côté et AMD de l'autre. Donc sur les dernières générations, on a une approche un peu différente de leur fabrication de processeurs. Chez Intel, on est sur des puces dites monolithiques. Donc en gros, c'est une puce assez grosse qui contient tout à l'intérieur, ce qui fait que, par exemple, une puce Intel avec 10 cœurs à l'intérieur, ils gravent leur puce avec les 10 cœurs en un seul bloc. Chez AMD, depuis l'architecture Ryzen, ça ne fonctionne pas de la même façon. Pour faire simple, en gros, ils fabriquent plusieurs die avec plusieurs cœurs, et ils les collent les uns aux autres en les unissant avec ce qu'ils ont appelé l'Infinity Fabric ou des trucs comme ça, avec des noms incroyables. Intel, au début, se moquait un petit peu de ça en appelant ça de la glu. Bref, toujours est-il que la glu, au final, elle a plutôt bien fonctionné puisque à l'heure actuelle, les processeurs AMD sont plus performants que les processeurs Intel et ça leur coûte sûrement beaucoup moins cher à fabriquer puisque Intel a justement du mal depuis quelques années à faire ses processeurs monolithiques sur des finesses de gravure de plus en plus fines, ce qui fait qu'ils ont accumulé un certain retard au fil du temps qu'AMD n'a pas eu, puisque eux, du coup, c'est beaucoup plus simple. Ils ont plusieurs petits corps à découper et à coller entre eux pour faire des processeurs plus ou moins puissants, qui leur a permis de revenir dans la course de plutôt belle manière. D'ailleurs, cette approche de puces découpées plus simple à produire en grand nombre du coup, ça va un peu se décliner sur les GPU aussi par la suite. On sait déjà que chez AMD, c'est en préparation pour RDNA 3, normalement, chez Nvidia, ça devrait commencer avec Hopper. Donc on voit que c'est une technique qui a de l'intérêt et qui est probablement une piste intéressante par la suite, également chez Intel, puisque on sent bien que malgré tout, c'est une piste qu'ils envisageraient aussi éventuellement par la suite. Mais bon, tout ça, vous vous en foutez, vous, ce que vous voulez savoir, c'est comment ça marche dans vos applications. Et vous avez raison. On va regarder ça tout de suite. Je suis allé à la pêche au benchmark et j'ai pris celui du comptoir du hardware, comme bien souvent, parce qu'ils avaient fait un benchmark assez récent lors de la sortie des Ryzen 5000. Ça permet de voir un petit peu l'état des lieux actuels sur les derniers processeurs AMD et Intel. Alors, pour l'applicatif, comme je le disais précédemment, ce qui est vraiment le plus important du coup, ce sera le nombre de cœurs, mais aussi l'efficacité de ceux-ci. Donc ça se retrouve bien là en pratique,
Puisque là, sur les processeurs grand public, le leader incontesté actuel, ce serait le Ryzen 9 5950X, qui explose tout le monde d'assez belle manière. Même le processeur le plus puissant de chez Intel, qui est sur une plateforme semi-professionnelle, donc qui coûte 1000 balles, est moins performant que le processeur d'AMD, qui lui est moins cher et avec des corps en moins. Donc c'est là qu'on voit que l'architecture, ça a son importance, plus que le nombre de cœurs bruts, tel que je le décrivais précédemment. Bon alors, je dirais qu'en applicatif, je dirais que le processeur haut de gamme grand public actuel chez Intel, c'est le 10900K. Donc le 10900K ou 10900, qui est un processeur qui commence à être trouvable dans les 450 balles et qui va jusque dans les 550-600 balles dans sa version la plus complète. Chez AMD, son concurrent direct, je dirais, au niveau tarifaire, c'est le 5900X, et on voit qu'il a une avance relativement confortable de 36% de perf en plus. Alors oui, il a 2 corps supplémentaires, mais encore une fois, son architecture est tellement plus efficace que le 5800X de chez AMD, qui n'a que 8 cœurs, est 4% plus efficace en moyenne que le 10900K qui a 2 corps de plus, et qui est cadencé à une fréquence aussi bien supérieure. Donc en applicatif, je dirais chez AMD, c'est là que ça se passe. Intel n'est pas au niveau actuellement à ce niveau-là du tout. Malgré tout, si vous voulez absolument acheter du Intel pour votre applicatif, ça va fonctionner quand même. Et du coup, oui, il faudra se diriger vers les processeurs les plus performants à ce niveau-là. Chez Intel, pas de souci à ce niveau-là. Sachez juste que, du coup, vous allez vous diriger vers quelque chose de moins efficace, qui consomme plus, qui chauffe plus, et qui coûte plus cher généralement. Bon alors après plusieurs cas de figure, vous faites de l'applicatif très régulièrement, vous en avez besoin de façon semi-professionnelle ou professionnelle, là je dirais qu'il faudrait vous orienter chez AMD de toute façon. Et les plus intéressants chez AMD, alors certes les derniers processeurs sont hyper balèzes, mais ils sont aussi introuvables pour l'instant en grande majorité. Je dirais que le bon deal actuel, ce serait le 3900X, qui est donc le processeur à 12 cœurs de la génération précédente. Pourquoi ? Quand on regarde les résultats, au final, il n'est que 11% plus lent que le nouveau en applicatif, mais il est aussi beaucoup moins cher, et il est aussi du coup facile à trouver. Le 3900X, on peut le trouver dans les 450 balles, voire moins, avec un très bon deal, ce qui en fait un processeur beaucoup plus intéressant au niveau performance-prix que le 5900X qui coûte de base 550 balles et qui est quasiment introuvable à ce prix-là, il est plus souvent dans les 600 voire 700 balles. Donc pour le coup, actuellement, le 3900X est hyper intéressant, il le deviendra sûrement encore plus une fois que le nouveau modèle sera plus facilement trouvable et que les anciens devraient peut-être enfin baisser un petit peu de prix. Donc ça, c'est si vous êtes vraiment un gros utilisateur applicatif. Si vous ne faites que quelques trucs à droite à gauche vite fait de temps en temps, je dirais que là aussi, les bons deals, ce serait plus les modèles à 6 cœurs, donc que ce soit chez AMD ou Intel, qui ne sont pas mauvais en 6 cœurs. Donc soit le R5 3600 qui est vraiment trouvable à des prix hyper intéressants. En plus, il a l'avantage d'être fourni avec un ventilateur intégré qui est de très bonne facture. Si vous le trouvez en dessous de 200 balles, vous avez vraiment un très très bon processeur polyvalent, pas cher, que dire de plus. Chez Intel, si vous voulez l'équivalent, je dirais que c'est le 10600K, qui est aussi un très bon processeur, en 6 corps, 12 threads, tout comme chez AMD sur les 5600 et les 3600. Le seul truc, c'est que le processeur d'Intel est un peu plus cher que le 3600 de chez AMD. Donc pour moi, c'est les deux familles de processeurs les plus intéressantes. Si vous faites de l'utilisation plutôt basique et occasionnelle, le modèle en 6 cœurs 12 threads est intéressant. Si vous faites de l'utilisation intensive, partez plus vers les modèles à 12 cœurs de chez AMD. Les 8 et 10 cœurs chez Intel, pour moi, sont trop chers pour ce qu'ils apportent, et chez AMD, le modèle 8 cœurs est rarement intéressant au niveau tarifaire, même si le 3700 non X peut être trouvable avec un peu de bol à un tarif hyper intéressant aussi, mais pour la différence de prix avec un 3900X et ses 4 corps supplémentaires, on n'a qu'à regarder là vite fait, entre un 3700 et un 3900X, il y a 40% de performance à dire, ce qui est quand même assez conséquent, et vous n'aurez probablement pas 40% de coût en plus pour le 3900X. Les modèles à 16 cœurs, alors ils sont hyper impressionnants, ils sont hyper balèzes, mais ils sont chers.
que ce soit le 3950X ou le 5950X, je dirais c'est uniquement si vous pouvez vous le permettre. À ce moment-là, il n'y a pas de souci, allez-y, mais ils sont un peu chers par rapport à ce qu'ils apportent de plus par rapport aux 12 cœurs. Je trouve pas que la différence de prix se justifie grandement. Bref, c'est à vous de voir. Alors, en ce qui concerne la partie gaming, c'est un peu différent, puisqu'au final, quand on regarde des tests comme cela, on s'aperçoit qu'il y a des différences de performance, certes, on voit que les processeurs Intel sont globalement devant, à part depuis l'arrivée des Ryzen 5000, mais est-ce que cette différence se retrouve en jeu par rapport à ce qu'on a là dans les graphiques? Pas forcément. Pourquoi? C'est parce qu'un processeur en jeu, c'est rarement le facteur limitant. On a ce qu'on appelle un bottleneck, tous les PC ont un bottleneck, donc un goulot d'étranglement qui limite les performances d'une manière ou d'une autre. Dans les tests de processeurs, généralement, pour pouvoir voir les différences et leur comportement en jeu, ce qui se passe, c'est que les testeurs sont obligés de mettre une résolution assez basse, donc généralement le 1080p, et de descendre les réglages graphiques dans les jeux au très bas, voire bas, pour diminuer l'importance de la carte graphique sur le rendu final et pour voir du coup les différences selon les processeurs. Mais au final, c'est pas ce que vous faites vous quand vous jouez au jeu. Déjà, si vous jouez en 1080p, vous ne mettez pas tous les décors en low, à part si vous êtes obligé de le faire parce que votre carte graphique ne suit pas, ou parce que c'est un jeu type Counter-Strike ou Valorant, où mettre tous les détails à fond n'a pas d'intérêt. Sinon, dans tous les autres types de jeux, vous allez vouloir mettre les décors les plus beaux possibles. Du coup, l'importance des performances brutes du processeur en jeu sont beaucoup plus lissées. Si on faisait un graphique avec un jeu en 4K limité par le GPU, en fait, ce graphique qu'on voit là serait une barre avec tous les processeurs quasiment au même niveau de performance, puisque ça ne changerait rien. Parce que du coup, ce serait la carte graphique qui limiterait. Alors c'est particulièrement vrai en 4K, ça l'est aussi en 1440p. En 1080p, ça commence à avoir quelques petits changements, puisque du coup, le facteur limitant peut être soit le processeur, ou soit la carte graphique. Même si globalement, ce sera beaucoup plus souvent le GPU. Donc bon, au final, le choix du processeur pour du gaming pur n'a pas tant d'importance que ça. Tant que vous avez un processeur relativement récent avec un nombre de cœurs adapté, il ne devrait pas y avoir de problème. Surtout si vous jouez au-dessus du 1080p. Alors pour le nombre de cœurs, je dirais qu'actuellement pour une utilisation gaming uniquement, je vous orienterai minimum vers du 6 cœurs, 12 threads, si possible. Le 4 cœurs, c'est encore utilisable si vous avez une ancienne config, donc le fameux 4 cœurs, 8 threads, donc les anciens i7 de chez Intel qui nous ont recyclés pendant des années, c'est encore utilisable. Si vous n'avez vraiment pas les moyens pour acheter un 6 cœurs actuel et que vous avez un de ces anciens cœurs en occasion à très très bon prix, pourquoi pas. Mais en neuf, honnêtement, j'achèterais rien en dessous d'un 6 core 12 threads pour dire d'avoir un minimum de marge par la suite. Parce que même si actuellement les jeux, même Cyberpunk arrive à se contenter d'un 4 core 8 threads, on voit qu'avec un 4 cœurs uniquement, ça devient compliqué. Avec un 6 cœurs 6 threads, c'est aussi pas forcément super. Donc on voit qu'il est de plus en plus important d'avoir un nombre de cœurs élevé, mais au-dessus de 6, par contre, il n'y a quasiment aucun effet bénéfique à l'heure actuelle. Et encore une fois, le nombre de cœurs ne fait pas tout. Donc je vous donne un exemple. Si vous prenez le Ryzen 7 1800X, qui est un 8 cœurs 16 threads, donc qui était le haut de gamme sur la première génération de Ryzen, vous le mettez en face d'un 5600X, qui est un 6 core 12 threads actuel, qui est donc du coup 40% moins performant en jeu, même si il a 2 corps de plus, il n'y aura jamais un jeu où le 1800X sera plus performant que le 5600X malgré ses 2 cœurs de plus. Pourquoi ? Parce que la différence d'architecture et de puissance brute du 5600X est tellement plus élevée que le 1800X n'arrivera jamais à faire la différence malgré ses cœurs supplémentaires. Donc c'est généralement plus compliqué que simplement un nombre de cœurs et de threads, c'est un ensemble de choses. C'est plus simple chez Intel, puisque chez Intel, on va dire qu'ils recyclent un peu la même architecture depuis les premiers cores, et principalement depuis les cores 2000.
où c'est qu'une légère amélioration sur chaque génération, pour arriver à la série 10 000 voire 11 000 qui va débarquer dans pas très longtemps. Donc au final, les performances n'ont pas grandement évolué au fil du temps, contrairement à chez AMD où c'est plutôt violent selon les générations. Donc bon, là encore une fois, que vous partiez sur du Intel ou du AMD, en gaming, la différence sera minime. Que vous preniez un 3600, un 5600 ou un 10600, si vous jouez au-dessus du 1080p, il n'y aura quasiment aucune différence perceptible en jeu. Donc bon, moi je vous conseillerais plus de partir vers le processeur qui est le plus intéressant au niveau du tarif et qui soit trouvable actuellement. Ce qui est un peu le plus compliqué. Les 5600X sont très bons, mais au niveau tarifaire, ils sont pas spécialement les mieux placés, donc c'est aussi à prendre en compte. Je dirais que là aussi, encore une fois, le meilleur performance-prix, ce serait le 3600, parce que du coup, il est souvent trouvable à des tarifs vraiment très agressifs. Il a son ventilateur d'intégré qui est vraiment, là aussi, plutôt performant et largement suffisant pour une utilisation basique du processeur. Donc, un double bon deal, il n'y a pas non plus besoin d'acheter une carte mère de foufou pour les Ryzen. Alors si vous partez sur du Intel, il y a plusieurs choses à savoir là par contre. C'est un peu bordélique au niveau de leur gamme, que ce soit au niveau des cartes mères ou des processeurs, parce qu'Intel a la fâcheuse tendance depuis plusieurs années à vous faire changer de plateforme en entier, donc de carte mère, à chaque génération de processeurs, malgré le fait qu'au final, ce sont des puces très similaires, c'est marketing et c'est uniquement pour faire plus d'argent. Je pense que les 3/4 du temps, il n'y aurait pas eu besoin de nouveaux modèles de carte mère. Alors après, chez Intel, pour faire simple, il y a par exemple, si vous achetez un 10900, vous avez le 10900 tout court, le 10900K, le 10900F et le 10900KF. Alors... C'est très simple chez Intel, j'adore ça. Quelle est la différence entre tous ces processeurs? Alors chez Intel, tout a été segmenté. Alors, si vous avez un 10900 tout court, vous avez le processeur plus sa partie graphique. Ce qui fait que si vous n'avez aucune carte graphique, vous pouvez tout de même utiliser votre machine pour faire des choses simples en bureautique, internet et compagnie, et vraiment du gaming très léger. Si vous jouez à Among Us là-dessus, ça va tourner. La partie graphique des processeurs Intel peut être intéressante aussi pour de l'encodage vidéo en hardware du coup. Ça s'appelle le QuickSync il me semble chez Intel, c'est une techno plutôt pas trop mal, ça peut avoir son utilité, donc du coup avoir la partie graphique intégrée ça peut être intéressant selon votre utilisation. Après on a par exemple le 10900K, alors le K chez Intel après le chiffre du processeur, ça veut dire que c'est un processeur avec son coefficient multiplicateur débloqué. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire qu'il est overclockable. Donc par exemple, vous pouvez faire passer les fréquences du 10900K de, je dis une connerie, par exemple de 4.5 GHz à 5 GHz, en changeant des réglages dans le BIOS. Alors l'overclocking, pour faire simple, c'est augmenter la fréquence du processeur au-dessus de ses specs officiels. Le résultat n'est pas garanti, c'est pas pour autant que ça va tenir. Un processeur à l'autre, il y a un côté chance qui joue, et il y a des architectures plus adaptées à d'autres que pour l'overclocking, c'est si vous aimez bidouiller. Après on a les processeurs, par exemple le 10900F, qui est du coup le même processeur que d'habitude, mais sans la partie graphique. Et donc du coup vous vous doutez que le 10900KF, c'est le processeur qui peut s'overclocker et qui n'a pas la partie graphique. Voilà. C'est un peu le bordel, ça aurait pu être plus simple, mais bon. Chez AMD, en règle générale, c'est beaucoup plus simple. Vous aurez peut-être noté qu'il y a des versions X et des versions non X, et qu'il y a aussi des versions XT. Bon alors en gros, la seule différence à chaque fois, c'est la fréquence. Bon. Il n'y a pas de blocage au niveau de l'overclocking chez AMD, et il n'y a pas de partie graphique non plus, à part sur certains modèles très spécifiques, comme par exemple ici le 3400G. G comme graphique, pensez-y, Intel, c'est une bonne idée. Chez AMD, que vous achetiez un 3600 ou un 3600X, vous avez la même puce juste cadencée un peu plus bas, ce qui explique les performances légèrement plus basses. Pour autant, comme c'est pas bloqué, vous pouvez très facilement faire tourner ce fameux 3600 à la même vitesse que le 3600X la plupart du temps. Alors, est-ce que l'overclocking est intéressant chez Intel? Ça dépend des modèles.
Par exemple, si on prend un 10600K, il est plutôt aisé de le faire grimper aux fréquences d'un 10900K et d'avoir quasiment les mêmes performances en jeu, puisqu'on a déjà vu que du coup le nombre de cœurs en jeu n'aura qu'une incidence minime. Ce qui fait la différence dans ce graphique entre le 10600K et le 10900K, ben c'est la fréquence. Donc dans ce cas-là, un K ou un KF peut être intéressant. Sinon pour l'overclocking, en règle générale, je dirais que chez AMD, c'est pas spécialement utile. Déjà, les processeurs sont souvent quasiment au taquet au niveau fréquence, et on arrive rapidement à un niveau de fréquence où ce n'est plus rentable d'overclocker, puisque l'architecture ne le supporte pas bien, c'est particulièrement vrai sur la série 3000. Donc bon, l'overclocking chez AMD, je trouve pas ça très pertinent à l'heure actuelle, à part si vous passez des fréquences par exemple d'un 3600 à un 3600X ou d'un 3800 à un 3800X et compagnie. En dehors de ça, les processeurs sont déjà poussés à peu près au taquet, et l'overclocking n'aura qu'une incidence très légère sur les performances, puisque je pense que si AMD avait pu les pousser plus loin, il l'aurait fait tout simplement. Avec tout ce qui est technologie de boost et compagnie, on voit que l'overclocking ça devient quand même de plus en plus compliqué, à part quand c'est une segmentation comme sur les processeurs Intel actuellement. Mais chez AMD, ils n'ont pas encore vraiment cette segmentation-là au niveau des fréquences, puisque quasiment tous leurs processeurs sont poussés quasiment au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Donc je dirais même que chez AMD, c'est plus intéressant d'undervolter le processeur pour diminuer sa chauffe et sa consommation que de l'overclocker. Un peu comme ce qu'on retrouve actuellement au niveau des GPU, on voit par exemple que sur une 3080, il est souvent même plus intéressant au niveau performance de l'undervolter que de l'overclocker. Donc bon, c'est bon à savoir. Moi personnellement, j'avoue que maintenant, je m'embête plus trop à overclocker quoi que ce soit. Je cherche plutôt à diminuer la chauffe et la consommation en undervoltant que ce soit mes processeurs ou ma carte graphique. Pour moi, l'âge d'or de l'overclocking, ça remonte aux i5 2500K et compagnie, où il était très intéressant d'overclocker assez facilement son processeur, ou encore plus dans le passé, les fameux Celeron 300A qui pouvaient s'overclocker à 450 MHz, au lieu de 300, ce qui faisait une hausse de performance assez terrible. Les vieux de la vieille s'en souviendront peut-être, la grande époque des Pentium 2, où les Celeron étaient encore des processeurs intéressants, ce qui a vite changé par la suite. Au niveau de l'utilisation streaming, j'avais dit d'en parler rapidement. Là par contre, je pense que vous cherchez principalement à avoir le plus gros processeur possible si vous êtes en mono PC. Je ne saurais que trop vous conseiller de vous orienter vers un Ryzen 3900X minimum, voire un 5900X. Pourquoi ? Un 3900X, en gros, c'est capable de faire l'encodage pour du streaming sur Twitch, donc en 1080p, 60 fps, les doigts dans le nez, avec un setting plutôt haut au niveau de la qualité, tout en pouvant jouer en même temps à n'importe quel jeu, sans incidence sur vos performances in-game, ce qui est assez monstrueux. Je ne pense pas qu'un 10900K arrive à faire la même chose de la même façon, alors après j'ai pas testé moi-même, mais j'avoue que le 3900X est tellement brutasse à ce niveau-là, et son tarif est tellement contenu, que je pense que ça reste le meilleur deal. Alors évidemment, le 5900X, quand il sera dispo, sera probablement encore meilleur. Mais alors après, en utilisation mono PC, vous pouvez aussi choisir de faire l'encodage par la carte graphique. Principalement si vous avez une carte Nvidia, parce que le NVENC, ça fonctionne plutôt pas mal pour encoder. Je dirais que sur Twitch, l'encodeur intégré à la carte graphique est relativement suffisant pour encoder un stream. Malgré tout, pour du streaming en mono PC, il y a toujours quelques jeux qui posent problème, que ce soit avec OBS ou le matos en lui-même, ou ce qui se passe entre les deux. Il y a de l'allocation mémoire qui se déroule pas trop bien, je pense. Ça va peut-être être réglé un jour, mais ce qui se passe généralement, c'est que par exemple, si vous essayez de streamer Cyberpunk 2077 ou d'autres titres, comme, je sais plus, il y avait un Call of Duty Warzone ou un truc du genre, ce qui se passe, c'est que chez vous, c'est fluide quand vous jouez, mais sur votre stream, c'est pas terrible. Il n'y a pas grand chose à faire à ce niveau-là si vous êtes en mono PC. La seule vraie solution actuelle, c'est d'avoir un setup avec deux PC. Une des solutions intermédiaires, c'est de baisser la qualité du jeu pour que votre carte graphique ne soit pas saturée. Mais alors du coup, vous perdez en qualité d'image chez vous, ce qui n'est pas forcément hyper sympa à l'usage.
Généralement, vous aimez bien avoir la qualité la plus haute possible quand vous jouez. Donc bon, le streaming mono PC, c'est possible avec un gros processeur ou avec une carte graphique, mais c'est pas parfait. Au niveau du refroidissement, je vais voir ça vite fait. Chez AMD, sur la série 3000, vous aviez un ventilateur intégré qui était de très bonne facture, et je dirais que dans 99% des situations, c'était largement suffisant pour une utilisation simple. Alors, vous pouvez foutre un AIO dessus, perso je vois pas trop l'intérêt. Alors ça a changé depuis la série 5000, puisque en dehors du 5600X, il n'y a plus de ventilateur fourni sur les 5800, 5900, 5950X. Donc là, vous êtes obligé d'acheter quelque chose. Mais en dehors de ça, sur tous les anciens modèles, le ventirad intégré faisait très bien le taf. Si malgré tout vous avez besoin d'un refroidissement plus élevé, vous pouvez partir sur un all-in-one en water cooling, ou si vous voulez juste faire un truc un peu qui coulole, magique, RGB et compagnie, c'est généralement sur le water cooling que ça se passe. Moi perso, sur mon 5800X, j'ai un water cooling de chez Arctic, je sais plus, le Freezer 2, 240 ou 280, je sais plus. Bref, il est plutôt sobre, il fait bien le taf, il est pas cher. Moi, je vous orienterai là-dessus. Après, si vous avez des goûts plus colorés, c'est vous qui voyez. Chez Intel, les ventilateurs intégrés avec certains processeurs, par contre, sont complètement à chier. Ça dépanne si vous n'avez vraiment rien d'autre. Par contre, je pense qu'il faut à minima partir sur un ventirad du type Cooler Master 212, je sais plus quoi, qui est pas très cher et qui fait le taf sur la plupart des configs, en utilisation simple. Par contre, si vous faites de l'overclocking et tout ça, orientez-vous plus vers du Noctua ou du Be Quiet de taille raisonnable, tout en sachant que les gros ventirades, ça prend de la place. Alors après, entre le water cooling et les ventirades simples, il y a aussi une chose importante à savoir, c'est la fiabilité sur le long terme. Sur les water cooling, ils sont certes plus efficaces, entre guillemets, que la plupart des ventirades, hors les ventirades haut de gamme, donc les Noctua Be Quiet les plus gros. Mais le souci du water cooling, c'est qu'il y a plusieurs pièces à l'intérieur qui peuvent tomber en rade. Par exemple, si la pompe lâche, et c'est généralement elle qui lâche avant tout le reste, du coup, votre water cooling ne fonctionne plus. Si vous avez juste un ventirad, c'est un ventilateur et un gros bout de métal, vous vous doutez bien que ça tombe rarement en panne. Ou s'il y a juste un truc qui tombe en panne, ce sera le ventilateur, et c'est plutôt simple à remplacer. Essayez de changer une pompe dans votre water cooling, bon courage. Donc c'est bon à savoir, le water cooling c'est sympa, mais ça a des inconvénients aussi. Bref, on verra peut-être le cooling plus en détail plus tard, là c'était vraiment orienté processeur. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour à ce niveau-là, donc j'espère que cette vidéo vous a apporté des infos intéressantes. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions au niveau processeur. J'essaierai de faire la vidéo sur les cartes mères rapidement derrière, parce que du coup c'est souvent lié à l'achat, donc c'est important d'avoir toutes les infos. Mais je préfère segmenter en deux parties, parce que sinon ça durerait hyper longtemps. Donc n'hésitez pas également à venir faire coucou sur le stream si vous avez des questions à poser, j'y répondrai en direct du coup. Merci à tous ceux qui me suivent depuis quelques temps, des gros bisous à vous, j'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année, à la prochaine, salut!